Ne crie pas. C'est juste un extra. Mon cousin Harold m'a murmuré quelque chose cette nuit-là, quand j'avais 15 ans, et j'ai vu. Quelque chose qu'aucune fille ne devrait jamais avoir à voir, quelque chose qui me hanterait. Pour le reste de mes jours et m'enfermer dans une prison faite de silence et de honte. Je m'appelle Callista Davis. J'ai 79 ans maintenant, et la plupart des gens d'ici me connaissent. Comme la veuve tranquille qui s'occupe de son petit jardin et va à l'église tous les dimanches. Matin sans faute. Mais ce qu'ils ignorent, ce que personne n'a jamais su jusqu'à cet instant, c'est la terrible secret que je porte dans mon cœur depuis plus de 60 ans à propos de mon cousin Harold. Et les 2 secrets qu'il m'a fait garder. Des secrets qui ont transformé toute ma vie en un. Une sorte de prison où les barreaux étaient faits de peur et le cadenas forgé à partir de choses trop horribles pour être dites à voix haute. Je suis restée avec ce fardeau pendant si longtemps que parfois je me demande si le garder à l'intérieur pourrait bien me tuer avant que j'aie la chance de finalement le laisser sortir. Et je crois que c'est pour ça que je suis ici et que je vous parle. Parce que certaines histoires sont trop lourdes pour qu'une vieille femme puisse les porter jusqu'à elle. Grave. Vous voyez, il arrive un moment dans la vie de chaque femme où elle réalise que la vérité, aussi laide ou quelle douleur. Il faut que je voie la lumière du jour. Et peut-être que si je trouve le courage pour vous dire ce qui s'est réellement passé dans cette petite maison d'Elm Street Toussé. Il y a des années, peut-être qu'une autre fille, quelque part, n'aurait pas à souffrir comme moi. N'aurait pas à passer toute sa vie. Je me demandais si ce qui lui était arrivé était en quelque sorte de sa faute. Alors, si vous le voulez bien, de t'asseoir avec moi un moment et d'écouter la confession d'une vieille femme, si tu peux le supporter. Pour entendre parler du genre de secret de famille que les petites villes aiment enterrer profondément et ne plus jamais en parler. Alors restez avec moi tout au long de cette histoire car il fera plus sombre avant de s'éclaircir. Mais je vous promets une chose, quand j'aurai fini, vous comprendrez que même dans l'obscurité la plus profonde, même lorsque vous pensez qu'il n'y a pas d'issue, le cœur humain peut trouver un moyen de survivre. Et parfois, cette survie est une forme de victoire. Vous savez, quand je repense à 1961, à cet été où tout a changé, je peux encore sentir le chèvrefeuille qui poussait à l'état sauvage le long de notre clôture et entendre la façon dont la porte moustiquaire claquait derrière ma mère quand elle nous appelait pour le dîner. Corbin, dans le Kentucky, n'était pas grand-chose. À l'époque, il n'y avait que quelques rues et une voie ferrée. Le genre d'endroit où tout le monde se connaissait. C'était les affaires des autres, du moins c'est ce qu'ils croyaient. J'étais le 7e de 8 enfants, silencieux comme un rat d'église. La plupart du temps. Le genre de fille qui préfère rester assise dans un coin avec un livre plutôt que de faire du grabuge. Et peut-être. C'est pourquoi personne n'a prêté attention quand Harold a commencé à venir plus souvent que d'habitude. Harold était le fils de mon père. Cousin germain, un homme de 43 ans qui s'était fait remarquer lors des funérailles. Affaire. Et quand il arrivait dans sa grosse Cadillac noire, tous les voisins jetaient un coup d'œil à travers leurs rideaux et chuchotaient à quel point il avait réussi. Il était propriétaire. Seul salon funéraire dans 3 comtés, vivait dans cette grande maison victorienne qui, assis juste à côté de son entreprise, comme une ombre, et tout le monde en ville le traitait. Avec le respect qu'on porte à un prédicateur ou à un médecin. Ma mère voltait autour de lui comme un papillon autour d'une flamme à chaque fois qu'il lui rendait visite, lui préparant les meilleurs morceaux de poulet et faisant. Il était certain que son verre de thé ne se vidait jamais. Car Harold représentait quelque chose de notre pauvre famille. Avait respectabilité et argent. Mais il y avait quelque chose. Harold, ça me donnait la chair de poule. Quelque chose dans ses yeux gris pâles me suivait quand il pensait que personne ne regardait. La façon dont ses doigts s'attardaient un peu trop longtemps quand il tape-moi sur l'épaule et dis-moi quelle jolie jeune femme je devenais. Je le surprenais à me fixer pendant les dîners du dimanche. Et quand je regardais en arrière, il souriait de son sourire fin et froid.
reporter son attention sur la conversation d'adultes qui se déroulait autour de la table. Mes sœurs n'ont jamais semblé le remarquer, et ma mère était trop occupée à être impressionnée par ses manières raffinées et ses vêtements coûteux pour payer attention à la façon dont il m'a fait me sentir comme un insecte sous une loupe la première fois que j'ai compris que quelque chose. Je n'étais pas bien avec Harold. J'aidais maman à faire la vaisselle après l'un de ses visites, et je l'ai entendu parler à papa de la façon dont Harold avait mentionné le besoin d'un. Sa femme l'a aidé à maintenir son statut social. Elle l'a dit comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Comme si les épouses étaient quelque chose qu'on pouvait simplement commander sur catalogue. Et quand papa demandait à qui Harold pensait, maman répondait. Son expression. Ça voulait dire qu'elle complotait. J'ai fait semblant de récurer la même assiette. Encore et encore. Mais j'écoutais chaque mot. Et quand j'ai entendu maman dire non, mon sang s'est glacé comme l'eau d'hiver. Ils en ont parlé comme si je n'étais même pas une personne, comme si j'étais juste une autre bouche à nourrir, qu'ils pouvaient. Je voulais transmettre ma fortune à quelqu'un qui pourrait s'en occuper. Maman n'arrêtait pas de me dire que ce serait une belle opportunité. Comment Harold pourrait me donner une vie de confort et de sécurité, comment je ne voudrais jamais. Pourquoi que ce soit, tant que je vivrais. Papa n'en était pas si sûr au début. Il répétait que je n'étais encore qu'un enfant, mais maman avait. Elle avait déjà pris sa décision. Et quand maman avait un projet en tête, il n'y avait pas. On ne pouvait pas faire grand-chose pour changer les choses. Le pire, ce n'était même pas qu'il prévoyait de me marier à un homme presque 3 fois mon âge. Le pire, c'était de réaliser qu'il voyait ça comme une façon de me faire une faveur, comme s'il me sauvait d'une vie de pauvreté et de lutte en me donnant. Je me suis approchée d'Harold comme si j'étais une vache primée à la foire du comté. Je me suis tenue debout. Là, à cet évier de cuisine, mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir le torchon et j'ai senti quelque chose mourir. En moi, une force que j'ignorais même avoir. Peut-être était-ce la confiance. Ou peut-être était-ce simplement le dernier petit bout d'enfance auquel je m'accrochais. Et c'est à ce moment-là que j'ai d'abord compris que les familles ne sont pas toujours le havre de paix qu'elles sont censées être. Que parfois, les personnes qui sont censées vous protéger sont ceux-là même qui échangeront votre bonheur contre leur propre tranquillité d'esprit et que certains. Les prisons sont construites avec de bonnes intentions et enfermées dans un amour qui n'en est pas vraiment. Le mariage était prévu pour automne 1961, 2 mois seulement après mon 16e anniversaire. Et je me souviens avoir pensé que 16 ans me semblait à la fois trop jeune et trop vieux. Trop jeune pour se marier avec quelqu'un, mais trop vieux pour espérer encore que quelqu'un puisse. Sauve-moi de ce qui allait arriver. Toute la ville semblait en effervescence à l'idée du match, comme si c'était une sorte d'un conte de fées plutôt que de ce qu'il était réellement. Et partout où j'allais, les femmes. Arrêtez-moi dans la rue pour me dire à quel point j'ai eu de la chance, à quel point Harold était un. Je vivrais dans la plus belle maison de 3 comtés. Harold commença. Je viens tous les dimanches après l'église, je m'assois sur notre porche avec papa et je parle affaires, pendant que maman. Je m'occupais de lui comme s'il rendait visite à un membre de la famille royale. Il m'apportait toujours de petits cadeaux, un ruban à cheveux de la part du général. Magasin. Une petite bouteille d'eau de Cologne qui sentait trop bon et me donnait mal à la tête. Un recueil de poésie que j'avais trop peur de lire, car ses yeux pâles me fixaient chaque fois que je le tenais. Les cadeaux. Cela ressemblait plus à des chaînes qu'à des gestes de gentillesse. Chacun d'eux me rappelait ce que je lui devais. Contre quoi j'étais échangé. Et je souriais et disais, merci. Parce que c'est ce que les filles bien étaient censées faire. Même quand elle avait le ventre noué. Mais c'était comme ça. Harold m'a regardé, ce qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Comme s'il étudiait. Moi de la même manière qu'il pourrait étudier l'un des corps qui sont passés par son salon funéraire avec cet intérêt clinique froid. Qui n'avait rien de chaleureux ni d'aimant. Quand il me prenait la main pour m'aider à descendre les marches du porche, ses doigts
J'avais l'impression d'être glacée même au milieu de l'été, et il restait sur ma peau juste assez longtemps pour me donner envie. Je me suis frotté les mains après. Il n'a jamais essayé de m'embrasser ou de me serrer contre lui comme j'avais vu d'autres jeunes couples le faire. Au lieu de cela, il me regardait simplement avec ses yeux gris, comme s'il cataloguait chaque détail me concernant. Pour une raison que je ne comprenais pas. Le plus étrange. Ce qui était intéressant avec Harold, c'était la façon dont il parlait de son travail, de l'entreprise funéraire et de ce qu'il appelait le devoir sacré de prendre soin des défunts. La plupart des habitants de notre ville s'efforçaient de ne pas trop penser à la mort et à la fin de vie. Mais Harold en parlait comme d'autres hommes parleraient de l'agriculture ou de la pêche. Avec un enthousiasme qui me mettait mal à l'aise. Il racontait des histoires sur les familles qu'il avait aidées à traverser leur chagrin, à propos des beaux services qu'il avait organisés, à propos de la paix. Le défunt s'occupait de les préparer. Et il y avait quelque chose dans sa voix quand il parlait de des cadavres qui me donnaient la nausée. Un dimanche après-midi, quand maman était entrée pour nous préparer à tous de la limonade, Harold s'est penché plus près de moi sur la balançoire du porche et a commencé à me dire. À propos de la maison où nous vivrions après notre mariage, à propos du calme et. C'était paisible, les chambres étaient toujours fraîches, même par temps très chaud. À cause du marbre et de la pierre. Il m'a décrit la chambre où je dormirais, avec son haut plafond et ses lourds rideaux. Cela bloquait toute la lumière. Et la façon dont il en parlait donnait l'impression que c'était moins une maison qu'une tombe. Quand j'ai frissonné malgré la chaleur de l'après-midi, il a souri de son mince sourire et a dit que je m'habituerais au froid. Certaines choses prenaient du temps à devenir naturelles. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris qu'Harold n'était pas seulement étrange. Il y avait quelque chose de fondamentalement anormal chez lui, quelque chose brisé ou manquant qui le rendait différent des autres. Sa façon de parler de la mort, des corps et du silence. Les chambres froides n'étaient pas le terme que les gens ordinaires utilisaient pour parler de ce genre de choses. Et quand je l'ai regardé dans les yeux pendant qu'il décrivait notre avenir ensemble, j'ai vu quelque chose qui m'a effrayé plus que je ne pouvais le mettre en mots. C'était comme regarder dans un puits et ne voir que l'obscurité. Le fond. Pas de reflet, pas de lumière, juste un espace vide où la chaleur et la gentillesse auraient dû être de mise. Mais je n'étais qu'une jeune fille de 16 ans dans une petite ville du Kentucky en 1961. Et personne ne me demandait ce que j'en pensais. Personne ne se demandait si j'avais peut-être une opinion sûre. Avec qui je voulais passer ma vie ou quel genre d'avenir je rêvais pour moi-même. On attendait juste de moi que je souriais. Être reconnaissant et avoir confiance que les adultes savaient ce qui était le mieux pour moi, même quand chaque instinct que j'avais me criait que quelque chose était terriblement, dangereusement faux. Et cette nuit-là, après qu'Harold soit parti dans sa grosse voiture noire et que la famille était toute allée se coucher, je restais éveillée à regarder le plafond et à me demander si il n'y avait aucun moyen de sortir du piège qui se refermait autour de moi, sans savoir que le pire n'était pas le piège en lui-même, mais ce que j'allais découvrir qui m'attendait à l'intérieur. Le mariage. La cérémonie a eu lieu un matin gris d'octobre 1961, alors que les feuilles étaient déjà sont devenues bruns et tombent comme des choses mortes tout autour de la petite église baptiste où j'avais été baptisée il y a seulement 3. Il y a des années, je portais la vieille robe de mariée de ma mère, reprise et ourlée pour qu'elle s'ajuste parfaitement. Ma petite silhouette. Et quand je me regardais dans le miroir fissuré de l'arrière-salle de l'église, je reconnaissais à peine la fille pâle aux yeux creux qui me fixait. La robe ressemblait à un costume pour pièce dans laquelle je ne voulais pas être. Et quand le révérend Matthews m'a demandé si je prenais Harold pour mari, ma voix est sortie si fort. Il était tellement silencieux qu'il a dû me demander de parler. Comme si mon propre corps essayait de m'empêcher de dire ces mots. Harold. Maison, ma nouvelle demeure, était assise comme un grand monument de pierre à côté de ses funérailles. Salon. Tout en bois sombre et rideaux lourds qui semblaient engloutir le peu. La lumière du soleil parvenait à percer les grands chênes qui entouraient la propriété.
L'intérieur sentait le lys. Et quelque chose d'autre, quelque chose de tranchant et de chimique qui me brûlait le nez. Les yeux larmoyants. Et quand j'ai interrogé Harold à ce sujet, il a juste souri de ce mince sourire. De lui et m'a dit que je m'y habituerais de la même manière qu'il m'avait dit que je m'habituerais à tout le reste de ma nouvelle vie. Les premières semaines se sont déroulées dans un étrange flou onirique, essayant d'apprendre à être une épouse alors que je me sentais encore comme une enfant jouant à se déguiser dans la vie de quelqu'un d'autre. Harold partait tôt chaque matin pour s'occuper de ses affaires en bas, et je passais mes journées à errer dans le grand pièce silencieuse de la maison, touchant les meubles lourds et le tapis épais avec du bout des doigts, essayant de donner un sens à ce nouveau monde dans lequel j'avais été plongée comme Alice tombait dans le terrier du lapin. La maison était belle à sa manière, remplie, avec de belles choses qui ont dû coûter plus cher que ce que ma famille a vu en une année entière. Mais il y avait quelque chose de froid et c'était sans vie. Comme vivre dans un musée où il était interdit de toucher quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Bruit. Mais ce sont les nuits qui m'ont vraiment révélé la profondeur de ce dans quoi je m'étais embarquée. Ou plutôt, de ce que j'avais été vendu. Lors de notre nuit de noces, dans cette grande chambre aux lourds rideaux tirés contre le monde extérieur. Harold m'a fait asseoir sur le bord du lit et m'a dit qu'il y avait des choses à son sujet que je devais comprendre, des choses qui le rendaient différent des autres hommes. Sa voix était calme et pragmatique, comme s'il parlait de la météo ou ce que nous pourrions prendre pour le petit déjeuner. Et ce ton décontracté a en quelque sorte fait ce qu'il était sur le point de me montrer quelque chose d'encore plus terrifiant que s'il avait été en colère, désespéré ou honteux. Quand Harold a commencé se déshabiller, en retirant ses vêtements avec la même précision méthodique qu'il mettait dans tout le reste de sa vie. J'ai essayé de détourner le regard, j'ai essayé de lui donner l'intimité qui semblait appropriée pour un mari et sa femme. Mais il m'a dit de faire attention. Il m'a dit qu'il était important que je voie et comprendre exactement quel genre d'homme j'avais épousé. Et il y avait quelque chose dans une voix qui m'a clairement fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une demande, mais d'un ordre. Et lorsqu'il s'est révélé à moi pleinement, lorsque j'ai vu ce qui le rendait différent de tous les autres hommes sur Terre, j'ai compris pour la première fois pourquoi il avait besoin d'un. Sa femme, jeune et naïve, n'avait d'autre choix que de garder ses secrets. Harold. J'étais né avec une maladie pour laquelle les médecins avaient probablement un nom latin sophistiqué. Mais tout ce que je savais, c'est que les autres hommes avaient une chose, lui deux. Et cette vue me retourna l'estomac. Et j'avais la tête qui tournait, comme si j'allais m'évanouir, là, sur le sol de la chambre. Ce n'était pas seulement le choc physique. Même si c'était déjà assez grave. C'était la façon dont Harold observait ma réaction avec ses yeux gris et froids qui étudiaient mon visage comme s'il prenait des notes sur mon horreur et dégoût, cataloguant ma répulsion de la même manière qu'il pourrait cataloguer l'état d'un corps qui arrivait dans son funérarium. Il m'expliqua alors avec ce même calme clinique. Voit que c'était pour cela qu'il avait besoin d'épouser quelqu'un de jeune, quelqu'un qui n'avait pas en savoir suffisamment sur les hommes pour comprendre ce qui était normal et ce qui ne l'était pas, quelqu'un qui pourrait être entraîné à accepter ce que les autres pourraient trouver répugnant ou effrayant. Il m'a dit que son état était désormais notre secret, quelque chose qui nous liait d'une manière plus forte que aucun vœu de mariage. Parce que si jamais je racontais à quelqu'un ce que j'avais vu, si jamais il essayait de le quitter ou de trahir sa confiance, il s'assurerait que tout le monde dans la ville savait exactement quel genre de fille j'étais vraiment, quel genre de choses j'avais faites. J'étais prêt à vivre dans sa belle maison et à porter ses précieux cadeaux. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon mariage, ce n'était pas un nouveau départ, mais une fin. La fermeture d'une porte qui ne se refermerait jamais. S'ouvrir à nouveau. Et que la prison que je sentais se refermer autour de moi était encore plus petite et plus sombre que je ne l'avais imaginé. Je n'étais pas seulement la femme d'Harold. J'étais ça. Gardien du secret,
son complice dans la dissimulation de la vérité sur ce qu'il était. Et le poids de cette connaissance s'est installé sur mes épaules comme une pierre qui ne cesserait jamais de peser sur moi, peu importe à quel point. Les années passées ou la distance que je pourrais tenter de parcourir. Et tandis que j'étais allongé là, dans ce grand lit froid lors de ma nuit de noces, écoutant la respiration régulière d'Harold à côté de moi, et sentant que je pourrais suffoquer dans le silence et l'odeur des lys et des produits chimiques, j'ai commencé à comprendre que certains secrets sont si lourds qu'ils peuvent vous enterrer vivant, et que parfois le seul. La différence entre un mariage et une tombe réside dans la profondeur à laquelle il creuse le trou. Vivre dans cette maison, c'était comme être enterré vivant dans un tombeau fait de belles choses et d'un silence étouffant où chaque pièce dégageait une odeur de mort et de produits chimiques qui semblaient s'infiltrer à travers le plancher du salon funéraire en contrebas. Harold disparaissait chaque matin pour se consacrer à son travail avant le lever du soleil. En haut, me laissant seul avec rien d'autre que le tic-tac des horloges de grand-père et le murmure de mes propres pas sur des tapis épais qui étouffaient chaque son jusqu'à ce que je me demandais parfois si je perdais l'ouïe, ainsi que tout ce qui me faisait autrefois me sentir humain. S'étalait comme des années, chacune identique à la précédente, et j'ai trouvé moi-même me déplaçant dans la maison comme un fantôme, hantant des pièces qui n'avaient jamais m'appartenaient vraiment au départ. Harold m'avait clairement fait comprendre, dès notre nuit de noces, que je devais tenir la maison et rester tranquille, être disponible quand il avait besoin de moi, et invisible quand il n'en avait pas besoin. Et le poids de cette attente pesait sur moi jusqu'à ce que je me sente comme si je me réduisais en moi-même, devenant de plus en plus petit jusqu'à peut-être qu'un jour je disparaisse tout simplement, entièrement. Mais ce sont ces nuits qui ont vraiment brisé quelque chose en moi. C'est de longues heures sombres pendant lesquelles Harold remontait de son travail avec cette odeur chimique accrochée à ses vêtements. Et ce regard vide dans ses yeux gris qui me disait qu'il avait touché des cadavres toute la journée et qu'il avait trouvé plus de réconfort dans leur silence plus qu'il ne l'aurait jamais fait à quoi que ce soit de vivant. Il ne m'a jamais fait de mal. Non. Comme certains hommes blessent leurs femmes. Mais il y avait quelque chose de pire que la violence dans sa façon de me traiter. Quelque chose de froid et de mécanique qui me faisait sentir comme un autre corps qu'il était. Préparé, positionné, arrangé selon ses besoins. La première fois, j'ai essayé de lui résister, j'ai essayé de me détourner quand il m'a attrapé avec ses mains glacées. Harold m'a simplement tenu. Menton entre ses doigts et me rappela notre accord. Le secret que j'étais désormais tenu de garder, et ce qui allait se passer. Si jamais j'oubliais ma place dans son monde, il me rappelait que je n'avais nulle part où aller, ni famille pour me reprendre. Après ce qu'il considérait comme un scandale, aucune compétence ni éducation ne me permettrait. Survivre seul dans un monde qui n'avait aucune patience pour les femmes qui ne pouvaient pas satisfaire leur mari. Le pire, c'était de réaliser qu'il avait raison. Que j'étais vraiment coincé là-dedans. Une maison froide et belle avec cet homme étrange et brisé qui me traitait comme un objet. Il avait acheté plutôt qu'une personne qu'il avait épousée. Ma mère m'avait écrit une seule lettre après le mariage, pleine de bavarder sur la fierté qu'elle ressentait pour le match qu'elle avait fait et sur la façon dont elle espérait que j'étais reconnaissante de l'opportunité qu'Harold m'avait donnée de m'améliorer. Et quand j'ai essayé d'écrire à quel point j'étais seule, à quel point j'avais peur, à quel point j'avais tort. Tout semblait aller mal. Je trouvais que les mots ne sortaient pas correctement sur le papier. Comme si ma main refusait de trahir les secrets d'Harold, même si j'avais le cœur brisé à force de les porter. C'était vers Noël, cette première année-là, que j'ai découvert le deuxième secret d'Harold. Celui qui a fait son anomalie physique. Paresse presque innocente en comparaison. Je cherchais des couvertures supplémentaires dans le débarras du sous-sol, essayant de trouver quelque chose pour me garder au chaud dans cette maison perpétuellement froide quand j'ai remarqué une porte que je n'avais jamais vue auparavant, cachée derrière une pile de vieux matériel funéraire et couvert de poussière comme si de rien n'était. Elle était restée ouverte depuis des années. La porte était verrouillée, mais la clé était accrochée à un clou près du cadre.
Quelque chose dans cette insouciance m'a rendu curieux d'une manière dont je n'avais été curieux de rien depuis mon mariage. Jour où j'ai tourné cette clé et poussé la porte. Quand je suis entré dans cette petite pièce sans fenêtre et que j'ai vu Harold s'était caché là-bas dans l'obscurité. J'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur. Ma poitrine, telle une branche se brisant sous un poids excessif. La pièce était tapissée. Étagères, et sur chaque étagère se trouvaient des bocaux en verre remplis de liquide clair. Et, dans ce liquide flottaient des choses qui ne devraient pas exister, des choses qui me soulevaient l'estomac et me faisaient plier les genoux jusqu'à. J'ai dû m'agripper au cadre de la porte pour ne pas tomber. C'étaient des morceaux de corps, des morceaux qu'Harold avait découpés. Et je les gardais pour des raisons que je ne comprenais pas et que je ne voulais pas comprendre. Et certains d'entre eux semblaient frais, tandis que d'autres étaient là depuis si longtemps qu'ils devenaient gris et étranges. Leur bain chimique. Mais ce sont les cahiers qui ont tout éclairci. Les registres minutieux qu'Harold avait conservés de chaque corps qui passait par son salon funéraire, avec des notes détaillées sur les parties qu'il avait prises et pourquoi. Comme s'il menait une sorte d'étude scientifique en utilisant des personnes décédées que des familles en deuil lui avaient confiées. Page après page. De son écriture soignée, décrivant l'état des organes, la texture de peau, la façon dont certaines parties du corps ont changé de couleur ou de consistance après avoir été conservées dans ces bocaux. Et j'ai réalisé qu'Harold n'était pas seulement un enterrement. Réalisateur. Il était tout à fait différent. Quelqu'un qui avait trouvé travail parfait pour assouvir la sombre faim qui l'habitait. Se tenir là, dans pièce horrible, entourée des preuves de la vraie nature d'Harold, j'ai finalement compris pourquoi il avait besoin d'une femme jeune, effrayée et sans d'autre choix que de garder ses secrets. Parce que ce qu'il faisait là-bas, au sous-sol, n'était pas seulement étrange ou dérangeant. C'était le genre de choses qui le ferait fuir de la ville, ou pire, si jamais quelqu'un l'apprenait. Et je était la seule personne vivante qui connaissait la vérité sur l'homme à qui toute la communauté avait confié ses biens les plus précieux et des moments de vulnérabilité. Et tandis que je verrouillais soigneusement cette porte et remontais en rampant à l'étage, dans les pièces froides et vides où j'étais censé faire semblant d'être heureux, je savais que ma prison était devenue plus petite et plus sombre que je ne l'aurais jamais imaginé. C'était possible. Parce que maintenant, je ne gardais plus seulement le secret physique d'Harold. Je gardais le secret de ce qu'il était vraiment. Et ce poids allait m'écraser si je ne trouvais pas un moyen de m'échapper. Avant qu'il ne soit trop tard. L'hiver 1962 fut le plus froid qu'ait connu Corbin. Pouvait se souvenir. Et cette grande vieille maison semblait emprisonner le froid dans ses os. Comme s'il retenait chaque souffle gelé qui avait été expiré dans ses murs. J'ai passé la plupart de mes journées blotti près des radiateurs, enveloppé dans des châles et des couvertures. Mais aucune quantité la laine pouvait réchauffer la glace qui s'était installée dans ma poitrine après la découverte de la collection d'Harold au sous-sol. Chaque fois que je le regardais de l'autre côté de la table du dîner. Chaque fois qu'il touchait ma main ou prononçait mon nom, je voyais ces terribles bocaux flottant derrière mes yeux et je me demandais combien de familles dans notre ville avaient enterré leurs proches, manquant des morceaux qu'ils avaient. On ne savait jamais qu'ils étaient partis. Harold semblait différent après les vacances, plus distant et préoccupé que d'habitude. Passer de plus longues heures en bas dans le salon funéraire et se coucher si tard. Que parfois, au réveil, je trouvais son côté du lit froid et vide. Comme s'il n'était jamais venu. Au début, j'étais reconnaissante pour cet espace, reconnaissante de chaque instant où je n'avais pas à ressentir ces yeux gris qui m'étudient ou supportent le contact de ses mains glacées. Mais pendant ce temps, je commençais à me demander ce qui le tenait si occupé là-bas, dans le noir. Quelles nouvelles horreurs il pouvait bien être. Ajoutant à sa collection pendant que j'étais allongée seule dans cette grande chambre silencieuse. C'est Madame Fletcher du magasin général qui a été la première à mentionner les objets manquants. Faire la queue à la poste un matin de février, alors que la neige tombait si épaisse qu'on pouvait à peine voir. De l'autre côté de la rue.
Elle racontait à qui voulait l'entendre comment l'alliance de sa mère avait disparu du corps avant les funérailles. Comment elle avait spécifiquement demandé à Harold de faire. Bien sûr, maman était enterrée. Elle le portait parce que papa l'avait glissé à son doigt la veille de sa mort. Et maintenant, c'était juste. Disparu comme si cela n'avait jamais existé. J'ai senti mon estomac se serrer comme une pierre lancée dans un puits, mais j'ai gardé mon visage parfaitement immobile et j'ai fait preuve de sympathie. Bruit sur la colère de Madame Fletcher. Parfois, ces choses-là. Je me suis égarée dans tous les préparatifs d'un enterrement. Mais au fond, mon cœur était battant si fort que j'étais sûre que tout le monde au bureau de poste pouvait l'entendre parce que je savais exactement où cette bague était passée. Je savais qu'elle était probablement dans l'un des bocaux en verre d'Harold, dans cette horrible. Une pièce flottant dans une solution chimique, telle une sorte de trophée. Plus d'histoires ont commencé à faire surface à mesure que l'hiver avançait. De petites plaintes chuchotées concernant des bijoux ou des objets de famille disparus. Auraient dû être enterrés avec le défunt, mais avaient en quelque sorte disparu entre le moment où le corps est arrivé à le salon funéraire d'Harold et l'heure de son inhumation. La plupart des gens l'attribuaient. Jusqu'à ce que des proches accablés oublient ce qu'ils avaient réellement envoyé à leurs proches ou peut-être à quelqu'un dans le. La famille emportait discrètement ces objets de valeur avant l'enterrement. Mais je connaissais la vérité. C'était beaucoup plus sombre et plus tordu que ce que quiconque dans notre petite ville pouvait imaginer. Le pire était de regarder Harold à l'église le dimanche matin, assis sur le premier banc comme le pilier de la communauté. Tout le monde le croyait. Hochant solennellement la tête lorsque le révérend Matthews. Il a parlé de la nécessité d'honorer les morts et de traiter nos proches disparus avec dignité et respect. Harold allait même jusqu'à contribuer de l'argent supplémentaire à la collecte de l'église, faisant étalage de sa générosité pendant que j'étais assis à côté de lui. Sachant que ses mains avaient touché des cadavres et volé des morts justes. Heure avant qu'il ne touche les pages de son hymnile. J'ai commencé à faire des cauchemars à ce moment-là. Des rêves terribles où je me retrouverais coincé dans cette pièce du sous-sol, entouré de centaines de bocaux en verre, chacun contenant des morceaux d'eux. Des gens que je connaissais et que j'aimais, et Harold serait là avec son attitude calme et clinique. M'expliquant comment chaque spécimen avait été obtenu et conservé. Je me réveillais haletante et couvert de sueur froide. Mais quand je me penchais vers Harold pour lui trouver du réconfort, je le trouvais reparti, disparu dans les entrailles de la maison pour poursuivre n'importe quel sombre. Le travail l'occupait pendant les longues nuits d'hiver. Le printemps arrivait tard. Mais quand il est finalement arrivé, il a apporté avec lui un nouveau développement qui allait tout changer dans ma vie. Situation et m'a forcé à affronter les véritables profondeurs de la dépravation d'Harold. Un voyageur de commerce était décédé dans un accident de voiture à la sortie de la ville. Un jeune homme sans famille à proximité et sans personne pour l'aider. Poser des questions sur ses biens ou s'assurer qu'il était traité avec dignité. Harold prit en charge les arrangements comme il le faisait toujours avec les corps non réclamés. Et je les regardais. Préparer ses funérailles particulières avec une intensité et une excitation qui ont fait mon. La nuit précédant l'enterrement de l'inconnu, je n'ai pas pu dormir, me demandant ce que Harold pouvait bien faire. En bas. Quel morceau de ce pauvre homme pourrait bien finir dans ces horribles bocaux? Quelle violation était commise au nom des préparatifs des funérailles? Alors, je descendis l'escalier pieds nus. Je me déplaçai aussi silencieusement que possible dans la maison sombre jusqu'à ce que j'atteigne la porte qui menait à l'atelier d'Harold. Et quand j'ai collé mon oreille contre le bois, j'ai entendu des sons qui transformaient mon sang en eau glacée dans mes veines. Harold parlait à quelqu'un là-bas, poursuivant une conversation dans ce même calme, mesuré. Le ton qu'il utilisait pour tout le reste. Mais quand je me suis efforcé d'écouter de plus près, il réalisa qu'il n'y avait aucune autre voix qui répondait à ses paroles. Personne d'autre dans la pièce avec lui. Il était parlant au corps sur sa table de préparation,
parlant aux morts comme s'il était un vieil ami, décrivant ce il faisait ce qu'il faisait et posait des questions qui n'auraient jamais de réponse. C'est là que j'ai compris que la maladie d'Harold allait plus loin que le simple fait de voler les morts ou de conserver des trophées dans des bocaux en verre. Quelque chose de fondamentalement brisé dans son esprit qui lui faisait voir les cadavres non pas comme des gens qui méritaient le respect et la dignité, mais comme des compagnons qui ne jugeraient jamais. Lui, le quitter ou révéler ses secrets au monde entier. À l'été 1962. J'ai appris à me déplacer dans cette maison comme une ombre, en gardant mes pas légers et ma respiration s'est calmée, car j'ai découvert qu'Harold avait des oreilles comme un faucon et des yeux qui semblaient tout voir, même lorsqu'il semblait concentré sur son travail en bas. La chaleur cette année-là était oppressant, le genre qui fait coller vos vêtements à votre peau et rend l'air épais comme de la mélasse. Mais à l'intérieur de la maison d'Harold, il faisait une fraîcheur irréprochable. Et j'ai commencé à comprendre que ce froid n'était pas seulement de la pierre et du marbre. C'était quelque chose qui venait d'Harold lui-même. Quelque chose qui absorbait la chaleur de tout ce qui l'entourait. Cet été-là, j'avais commencé à tenir un journal, que je cachais sous une planche de plancher détachée dans le placard de la chambre où Harold ne penserait jamais à regarder, et en écrivant tout ce que je observais, ses comportements étranges et ses habitudes de plus en plus inquiétantes. Je me suis dit que c'était juste un moyen de suivre le temps, d'avoir quelque chose qui m'appartenait dans une maison où tout le reste lui appartenait. Mais au fond, je savais que je documentais des preuves de quelque chose de terrible. Créer un disque qui pourrait un jour aider les gens à comprendre ce qui s'était réellement se passait dans ce salon funéraire. Toutes ces années, les objets disparus des corps étaient devenus plus fréquents et plus évidents, au point que même les familles les plus confiantes commençaient à poser des questions gênantes sur les bijoux et les effets personnels de leurs proches. Harold a traité ces demandes avec son professionnalisme calme habituel, exprimant une profonde inquiétude et promettant de examiner chaque cas personnellement. Mais je pouvais voir quelque chose changer dans son attitude, une tension dans son regard et bouche qui suggérait qu'il ressentait la pression de garder ses secrets cachés à un public de plus en plus méfiant. Communauté. C'était pendant une de ces nuits étouffantes de juillet où je ne pouvais pas dormir à cause de la chaleur et du poids d'eux. Tout ce que je savais, c'est que j'ai fait une découverte qui a changé ma compréhension de la maladie d'Harold d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Je pensais que c'était possible. J'étais allongé dans mon lit et je l'écoutais se déplacer en bas, entendant les sons familiers de ses activités nocturnes dans la salle de préparation quand j'ai réalisé que les sons étaient différents en quelque sorte, plus variés et plus complexes que la routine habituelle de son travail. Poussé par une curiosité que je savais dangereuse, mais à laquelle je ne pouvais résister, je me suis glissé dans les escaliers. Je me suis positionné devant la porte de l'atelier, appuyant mon oreille contre le bois comme je l'avais fait auparavant. Mais cette fois, ce que j'ai entendu m'a retourné l'estomac et mes genoux ont failli céder d'horreur. Car Harold ne se contentait plus de parler au corps. Il leur chantait de douces berceuses et des hymnes. La même voix calme et mesurée, comme s'il essayait de les réconforter ou de les mettre au lit. Dormir. Le chant était déjà assez dérangeant, mais ce qui suivit fut pire. J'entendais Harold bouger dans la pièce. Dans la pièce, ses pas tournoyaient autour de la table de préparation. Puis d'autres bruits se firent entendre, le grincement du métal. Instruments, le clapotis des liquides versés, les sons humides des choses qui coupaient ou séparaient. Et pendant tout ce temps, Harold continuait à commenter, décrivant ce qu'il faisait avec amour et détail, louant la beauté de ce qu'il trouvait, exprimant sa gratitude envers son compagnon silencieux pour lui avoir permis d'explorer leurs secrets. Je me tenais là. L'obscurité à l'extérieur de cette porte pendant ce qui semblait être des heures, gelée par une combinaison d'horreur et de fascination, en écoutant Harold exécuter ses rituels grotesques sur les corps qui avaient confié à ses soins. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre que ce que j'ai découvert dans ces bocaux en verre n'était que le début de la
Obsession des morts. Que sa véritable maladie était bien plus profonde que la simple vol ou curiosité morbide. Harold ne se contentait pas de prendre des trophées sur les corps. Il menait sur eux des expériences tordues, en les coupant en deux, et réorganisait leurs parties, en préservant des morceaux d'une manière qui allait bien au-delà de ce que était nécessaire aux préparatifs funéraires habituels. Il a parlé de leurs organes et tissus comme un artiste le ferait. Décrire ces matériaux avec révérence et passion et une sorte d'amour qui a fait. J'en ai eu la chair de poule parce que c'était complètement faux, si fondamentalement perverti de ce que l'amour était censé être. Mais le moment le plus effrayant est survenu vers la fin de cette horrible nuit, quand j'ai entendu la voix d'Harold changer de ce ton clinique et professionnel à quelque chose plus doux et plus intime. Et j'ai réalisé qu'il ne parlait plus au corps comme un directeur de pompe funèbre à un client. Il lui parlait comme s'il était vivant. S'il pouvait l'entendre et le comprendre, lui poser des questions sur ce que cela faisait d'être si calme et paisible. Je me demandais à voix haute si c'était un bonheur d'être libéré de toute la douleur et des difficultés de la vie. Et c'est là que j'ai compris que l'obsession d'Harold pour les morts ne visait pas seulement à satisfaire des malades, la curiosité ou la collection de trophées macabres. Il s'agissait de trouver le genre d'une compagnie silencieuse et parfaite que les vivants ne pourraient jamais lui offrir. Les morts ne pouvaient ni le juger, ni le rejeter, ni le laisser tranquille. Ils ne pouvaient révéler ses secrets ou exiger des explications sur son comportement. Ils étaient complètement sous son contrôle, entièrement dépendantes de ses soins. Et dans leur silence et dans le calme, il avait trouvé le seul type de relation qu'il était capable d'entretenir. Debout là, dans le couloir devant cette porte, écoutant mon mari poursuivre ses conversations unilatérales avec les cadavres, j'ai senti quelque chose se briser en moi, et je savais que cela ne guérirait jamais correctement. Non. Peu importe combien d'années se sont écoulées, ou à quelle distance je pourrais éventuellement m'enfuir de cette maison. Je n'étais pas seulement mariée à un homme qui volait les morts. J'étais mariée à quelqu'un qui préférait leur compagnie à celle d'eux. Les vivants. Quelqu'un qui a trouvé plus de réconfort dans un cadavre qu'il n'en avait jamais trouvé. Dans sa propre femme. Et tandis que je remontais en rampant dans cette chambre froide et vide, se déplaçant aussi silencieusement qu'un fantôme dans une maison qui ressemblait davantage à un mausolée. Avec chaque jour qui passait, je savais que je devais trouver une issue avant que la maladie d'Harold ne consume le peu de raison que j'avais. Était parti. Parce que certains secrets sont trop lourds à porter pour une seule personne, et d'autres. Les vérités sont trop terribles pour être vécues seules. L'automne 1962 apporta avec lui. Harold ressentait une agitation que je n'avais jamais vue auparavant. Une sorte de nervosité. Énergie qui le faisait arpenter les couloirs de notre maison à toute heure, et passer des périodes encore plus longues en bas dans son atelier, ne sortant que pour les repas qu'il prenait dans un silence complet, tandis que, fixant quelque chose que je ne pouvais pas voir, la ville avait été exceptionnellement occupée par des décès cet automne-là. Une épidémie de grippe précoce avait emmena plusieurs des résidents les plus âgés, et il y eut 2 accidents de voiture sur les routes sinueuses de montagne qui amenèrent de jeunes corps à la table d'Harold. Des corps qui semblaient le fasciner d'une certaine manière. Ça m'a retourné l'estomac. Je l'observais plus attentivement depuis cette horrible nuit où je l'avais écouté, chantant pour les cadavres. Et ce que j'ai observé durant ces journées grises d'octobre m'a convaincu que la folie d'Harold devenait plus forte, se nourrissant d'elle-même comme un feu qui s'amplifie à mesure qu'on l'alimente. Il avait commencé à se parler à lui-même, même lorsqu'il n'était pas dans le salle de travail, marmonnant des conversations à voix basse pendant qu'il prenait son petit déjeuner ou je lisais le journal. Et parfois, je le surprenais à sourire pour rien, ses lèvres fines se courbant vers le haut, tandis que ses yeux gris fixaient le vide. Mais c'était son regard qui m'effrayait vraiment durant ces semaines. Étudiant mon visage et mon corps avec le même intérêt clinique qu'il avait autrefois réservé à ses cadavres.
Comme s'il cataloguait et prenait des notes mentales sur mon état. Parfois, je le surprenais à m'observer alors qu'il pensait que je n'étais pas prêtant attention. Et il y avait quelque chose de affamé dans son expression. Quelque chose de calculateur et de froid qui me faisait sentir comme une proie examinée par un prédateur qui planifiait le moment et la manière de frapper. Le point de rupture est survenu un jeudi soir pluvieux de fin octobre. Quand le vent hurlait à travers les branches nues des arbres et faisait trembler les fenêtres de cette vieille maison comme un squelette doigt essayant de pénétrer à l'intérieur. Je m'étais couché tôt, épuisé par une journée de marcher sur des œufs face au comportement de plus en plus étrange d'Harold, mais j'étais réveillé peu après minuit par des bruits venant du bas qui ne ressemblaient à rien de ce que j'avais entendu auparavant. Pas les sons méthodiques habituels des préparatifs funéraires, mais quelque chose chaotique et frénétique, comme si quelqu'un cherchait désespérément quelque chose qu'il avait perdu. Je descendis les escaliers en rampant. Ma chemise de nuit, mes pieds nus silencieux sur l'épais tapis, et suivis les sons jusqu'à l'atelier d'Harold où la lumière se répandait sous la porte en rectangle brillant et dur qui me faisait mal aux yeux après l'obscurité du couloir. Mais quand j'ai collé mon oreille à la porte pour écouter, ce que j'ai entendu m'a fait monter le sang, gelé dans mes veines, et mon cœur a failli s'arrêter de battre. Parce que Harold n'était pas seul dans cette pièce. Il y avait quelqu'un d'autre avec lui, quelqu'un qui produisait des sons qu'aucun être vivant ne devrait jamais avoir à produire. La voix était faible et étouffée, comme quelqu'un essayant de parler à travers un tissu ou un liquide. Et il suppliait Harold d'arrêter, le suppliant avec des mots brisés et haletants qui sortaient mal, comme la bouche de la personne ne fonctionnait pas correctement. Mais la voix d'Harold était calme et apaisante. Le ton qu'il utilisait lorsqu'il travaillait sur ses cadavres habituels, expliquant à cette personne vivante ce qu'il allait faire, décrivant le processus avec amour et détail tandis que ces sons horribles et désespérés continuaient de venir de sa victime. Je suis resté là, dans ce couloir, pendant ce qui m'a semblé des heures, mais ce n'était probablement que minutes, paralysé par la réalisation qu'Harold avait finalement franchi la ligne de violer les morts à les créer. Qu'il avait amené quelqu'un dans son atelier qui respirait encore, était encore conscient, était encore capable de ressentir la douleur et la terreur. Les sons qui traversaient cette porte étaient ceux de quelqu'un mourant lentement et horriblement. Et celui d'Harold. La voix a persisté tout au long du récit, douce et clinique, et totalement impitoyable. Quand les sons ont finalement arrêté, quand cette terrible voix suppliante s'est tue pour toujours, j'ai entendu Harold se déplaçant dans la pièce avec son efficacité habituelle, et je savais qu'il commençait le processus de transformation de son dernier. Une victime transformée en un corps de plus pour le compter. Une autre mort inexpliquée. Dans une petite ville où les gens faisaient confiance à leur directeur de pompe funèbre pour gérer de telles les choses avec dignité et discrétion. Je suis retourné dans la chambre tant bien que mal, mes jambes tremblant tellement que je pouvais à peine. Je montai les escaliers. Et je passai le reste de la nuit blotti sous les couvertures. J'essayais de ne pas penser à ce que j'avais entendu. J'essayais de ne pas imaginer qui cette personne aurait pu être ou comment Harold avait. Je les ai fait entrer dans son atelier sans que personne ne s'en aperçoive. Mais je n'ai pas pu arrêter l'esprit de courir à travers les possibilités. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si c'était première fois qu'Harold avait tué quelqu'un ou s'il y avait eu d'autres victimes, des morts inexpliquées que toute la ville avait simplement acceptées comme tragiques mais phénomène naturel. Le lendemain matin, Harold apparut à la table du petit déjeuner, l'air reposé et satisfait, comme il avait mieux dormi qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Et quand il me parlait de la météo et de la liste de courses, sa voix c'était plus léger et plus joyeux que je ne l'avais entendu depuis longtemps. Il m'a même souri par-dessus la table, un vrai sourire, qui atteignit ses yeux pour une fois. Et je réalisai avec une horreur naissante que, quoi qu'il ait fait la nuit précédente lui avait donné une sorte de paix ou d'accomplissement qu'il recherchait désespérément. Envie
3 jours plus tard, le corps d'un vendeur ambulant a été découvert dans son voiture sur une route secondaire en dehors de la ville. Apparemment, victime d'une crise cardiaque. Ou une autre urgence médicale soudaine. Le shérif du comté a amené le corps au salon funéraire d'Harold, comme il le faisait toujours. Fait avec des morts inexpliquées, et Harold s'est occupé des arrangements avec son compétence professionnelle, exprimant de la sympathie pour les parents éloignés de l'homme et s'assurant qu'il a reçu un enterrement décent, malgré mon absence de relations locales. Mais je connaissais la vérité sûre. Ce vendeur. Il savait qu'il n'était pas mort de cause naturelle dans sa voiture, mais est mort lentement et terriblement dans l'atelier d'Harold alors que je me tenais devant la porte, écoutant ses derniers instants. Et tandis que je regardais mon mari diriger ses funérailles. Service, parlant solennellement du mystère de la vie et de la mort, tandis que toute la communauté hochait la tête avec lui. J'ai compris que je vivais avec un monstre qui avait trouvé le parfait couverture pour ses crimes, un membre respecté de la communauté qui pouvait tuer des gens. Et être loué pour la dignité avec laquelle il les a enterrés. Et assis sur ce banc d'église, écoutant l'éloge funèbre d'Harold pour un homme qu'il avait assassiné, je savais que j'avais atteint le point où le silence n'était plus seulement une complicité, mais une participation active à mal, et que si je ne trouvais pas le courage d'agir bientôt, il y aurait plus de victimes, plus d'innocents qui mourir d'une mort horrible pour satisfaire la soif tordue d'Harold pour le silence parfait. Une compagnie que seuls les cadavres pouvaient offrir. L'hiver qui suivit fut le plus long de ma vie. Chaque jour, s'étirant sur une année entière. Alors que je cherchais à comprendre quoi faire de cette terrible nouvelle qui me rongeait. Vivant de l'intérieur, j'avais commencé à sursauter à chaque bruit, à tressaillir à chaque fois qu'Harold me touchait et à mentir. Je me suis réveillée la nuit, à l'écoute de ces bruits horribles provenant de l'atelier qui pourraient me dire qu'il avait trouvé une autre victime. Le poids de garder ses secrets m'écrasait. Mais le poids de ce qui pourrait arriver si je brisais ce silence semblait encore plus lourd. Car qui croirait une telle histoire sur l'homme le plus respecté de Trois-Comtés? J'ai essayé. J'écrivais des lettres à ma famille restée au pays. Mais chaque fois que je prenais la plume, les mots sortaient avec une sonorité insensée, même pour moi. Comment dire à quelqu'un que votre mari parle aux cadavres, vole les morts et assassine des innocents? Son sous-sol. Comment expliquez-vous que l'homme que tout le monde admire comme un pilier de la communauté est en fait un monstre qui trouve plus de réconfort dans la compagnie des morts que vivants? J'écrivais paragraphe après paragraphe pour essayer de trouver un moyen de rendre la vérité crédible. Mais je finissais toujours par brûler les lettres dans la cheminée. Parce que je savais qu'il penserait que je faisais une sorte de dépression nerveuse. Harold semblait sentir mon évolution. Désespoir pendant ces mois sombres, me regardant avec ses yeux froids et gris chaque fois qu'il pensait que je n'étais pas prêtant attention. Et j'ai commencé à me demander s'il préparait quelque chose pour moi, si j'allais devenir une autre mort inexpliquée qu'il gérerait avec sa compétence professionnelle habituelle. Parfois, je le surprenais en train d'étudier mon visage et mon corps avec cet intérêt clinique. Cela signifiait qu'il pensait à moi de la même manière qu'il pensait au cadavre sur sa table, et je devais m'excuser d'aller vomir aux toilettes, car les implications de ce regard étaient trop horribles à envisager. Mais c'était une conversation que j'ai entendue entre Harold et le shérif Morrison qui a finalement poussé vers l'action. Une discussion informelle sur une affaire de personnes disparues qui avait importuné le shérif depuis des mois. Une jeune femme de Louisville avait disparu alors qu'elle traversait notre région l'été précédent, et sa famille avait posé des questions, se demandant si personne dans notre comté n'avait vu ou entendu quoi que ce soit qui puisse expliquer ce qui lui était arrivé. Harold a exprimé compatissait à la situation familiale et proposait son aide de toutes les manières possibles. Mais j'ai entendu quelque chose dans sa voix quand il a parlé de la femme disparue. Une sorte de satisfaction qui me faisait dresser les cheveux sur la tête parce que je commençais à reconnaître le ton qu'il prenait quand il pensait à
Ses victimes. Et cette nuit-là, quand je me suis glissée pour écouter devant son atelier. Porte, je l'ai entendu parler à l'un de ces spécimens préservés d'une jolie jeune femme qui avait été si surprise quand il avait lui a proposé de l'aider avec son problème de voiture. Elle en était si reconnaissante jusqu'au moment où elle a réalisé ce qui se passait vraiment. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le commis voyageur n'était pas le premier meurtre d'Harold, que il y en avait eu d'autres, des innocents qui avaient eu le malheur de croiser leur chemin avec un monstre qui ressemblait à un homme d'affaires respectable. Et j'ai réalisé que mon silence ne me protégeait pas seulement la réputation d'Harold. Elle lui permettait de continuer à tuer, lui donnant la couverture dont il avait besoin pour continuer son horrible travail alors que la communauté restait complètement inconsciente de ce qui se passait sous leur nez. La décision d'agir m'est venue. Non pas dans un moment de courage, mais dans un moment d'épuisement, quand j'étais si fatiguée de porter les secrets d'Harold que j'avais l'impression qu'il risquait de me tuer si je les gardais à l'intérieur plus longtemps. Je ne pouvais pas aller voir le shérif. Harold et le shérif. Morrison étaient trop proches, jouaient au poker ensemble tous les jeudis soirs, et je savais que Morrison ne croirait jamais à de telles accusations contre son ami. Je ne pouvais pas écrire à ma famille ni essayer de m'enfuir parce qu'Harold avait clairement indiqué qu'il me retrouverait partout où j'irais. Et me faire payer pour avoir trahi sa confiance. Mais il y avait une option que je n'avais pas envisagée. Une personne qui pourrait m'écouter. À ce que j'avais à dire sans me considérer immédiatement comme une femme hystérique. Proférant des accusations insensées. Le docteur Patterson exerçait la médecine dans notre comté depuis plus de 30 ans et avait délivré la moitié des bébés de la ville, et a vu plus de morts que quiconque, à l'exception d'Harold lui-même. Et je l'avais entendu parler à l'église de l'importance de témoigner de la vérité, même lorsque cette vérité était difficile ou dangereux. Ainsi, par une froide matinée de février, alors qu'Harold conduisait dans le comté voisin pour récupérer un corps, je suis allé au bureau du docteur Patterson et demandé à lui parler en privé d'une question de vie ou de mort. Je n'ai pas. Je lui ai tout dit. Je n'étais pas encore assez courageuse, mais je lui ai suffisamment parlé du comportement étrange d'Harold et de la objet manquant sur les corps pour planter des graines de suspicion dans son esprit pour lui donner raison de commencer à poser des questions qui pourraient éventuellement mener à la vérité. Le docteur Patterson m'a écouté avec une attention sérieuse que je n'avais pas reçue de la part d'un autre être humain depuis mon mariage. Et quand j'ai eu fini, en parlant, il n'a pas écarté mes inquiétudes ni ne m'a dit que j'imaginais des choses. Au lieu de cela, il a posé des questions précises sur des incidents spécifiques, a pris des notes sur les dates et les détails et a promis de examiner les questions que j'avais soulevées sans mentionner mon nom ni me mettre en danger. En rentrant de cette réunion, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis plus d'1 an. Une petite étincelle d'espoir qui peut-être qu'il y avait un moyen de sortir de la prison qu'Harold avait construite autour de moi. Je ne savais pas ce que le docteur Patterson allait découvrir ni combien de temps cela prendrait. Mais, pour la première fois depuis ma nuit de noces, je me suis permis d'imaginer un avenir où les secrets d'Harold n'étaient plus. Je n'étais plus à ma portée, là où le poids de ses crimes ne réduisait plus mon âme en poussière. Mais à mesure que je m'approchais de ce grande maison froide où Harold m'attendait, alors que je voyais la lumière brûler sa fenêtre de travail, et savais qu'il était là-bas avec un autre corps, exécutant ses rituels tordus sur quelqu'un qui méritait mieux que d'être touché par ses mains malades. Je savais aussi que la partie la plus dangereuse de mon voyage ne faisait que commencer. Car des secrets comme les Harold ne meurent pas facilement, et les monstres qui les gardent feront n'importe quoi pour protéger l'obscurité autour de laquelle ils ont construit leur vie. Le printemps est arrivé tôt. Corbin cette année-là, et avec lui est venue une sorte d'énergie agitée qui semblait contaminer toute la ville. Comme l'air chaud réveillait des secrets enfouis sous la neige du long hiver. Harold était de plus en plus agité depuis février, arpentant la maison à des heures indues et passant des heures entières
jours enfermé dans son atelier sans en sortir même pour les repas. Et je pouvais sentir quelque chose se construire vers un point de rupture qui m'a terrifié plus que ses routines prévisibles précédentes avaient jamais fait. Le docteur Patterson avait été fidèle à sa parole concernant l'enquête sur mon préoccupation, bien qu'il ait pris soin de ne jamais me parler directement de ce qu'il avait découvert, communiquant plutôt par de subtils hochements de tête lorsque nous nous croisions dans la rue, ou des regards significatifs pendant. Les services du dimanche m'ont fait comprendre qu'il prenait mes accusations au sérieux. Je l'avais vu avoir des conversations calmes avec le shérif Morrison, après l'église, l'a vu prendre des notes dans un petit journal en cuir qu'il gardait près de sa poitrine, et je savais qu'il construisait un dossier contre Harold, pièce par pièce, de la manière dont un chasseur posait des pièges dans les bois. Mais Harold n'était pas une proie ordinaire. Et moi aurait dû se rendre compte qu'un homme qui avait caché sa vraie nature pendant plus de 40 ans aurait développé des instincts. À propos de l'époque où il était surveillé, où l'on lui posait des questions qui approchaient trop de vérités dangereuses. J'ai d'abord à remarquer le changement en lui un jeudi matin début avril quand il est monté à l'étage de son atelier avec un regard dans ses yeux gris que je n'avais jamais vu auparavant. Pas le calcul froid habituel. Ou un détachement clinique, mais quelque chose de sauvage et de désespéré qui le faisait paraître presque humain pour la première fois depuis que je le connaissais. Il était assis en face de moi à la table du petit déjeuner ce matin-là. Il étudiait mon visage avec une intensité qui me faisait trembler les mains tandis que j'essayais de beurrer mes tartines. Et quand il parla enfin, sa voix avait un ton tranchant qui rompait avec la politesse habituelle de nos conversations. Il m'a dit que la ville avait posé des questions sur son travail, exprimant des inquiétudes quant à la disparition des éléments et des circonstances inhabituelles entourant certains décès, et je voulais savoir si j'avais une idée de la raison. Soudain, tout le monde semblait tellement intéressé dans son entreprise. Sa façon de poser la question indiquait clairement qu'il connaissait déjà la réponse, ou du moins qu'il la soupçonnait. Et j'ai senti mon cœur battre fort contre mes côtes tandis que j'essayais de garder une voix calme et une expression innocente. Je lui ai dit que je ne pouvais pas imaginer pourquoi quelqu'un pourrait remettre en question sa conduite professionnelle, alors qu'il n'avait toujours été que respecté et admiré par tous les membres de la communauté. Mais même lorsque ces mots ont quitté ma bouche, je savais qu'il pouvait entendre le mensonge il pouvait voir la culpabilité inscrite sur mon visage comme les mots d'un livre qu'il avait trop bien appris à lire. Harold se pencha. Il s'est assis sur sa chaise et a souri de son sourire mince et froid. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois, quelque chose qui me rappelait un serpent qui s'enroule avant de frapper. Et il a dit combien il appréciait ma loyauté au fil des années. Combien il était reconnaissant d'eux. J'ai une femme qui comprenait l'importance de protéger les secrets de famille des regards indiscrets. Mais ensuite, sa voix s'est réduite à un murmure. Et il m'a rappelé ce qui nous arriverait à tous les deux si quelqu'un découvrait la vérité sur notre mariage, sur les choses que j'avais vues et dont j'avais gardé le silence. De la complicité qui me rendait aussi coupable que lui aux yeux de la loi. Cet après-midi-là, alors qu'Harold était rencontre avec la famille Morrison pour organiser les funérailles de leur père. Le docteur Patterson est apparu à la porte de ma cuisine, l'air plus sérieux que je ne l'avais jamais vu, le visage tiré par le poids de ce qu'il avait découvert au cours de son enquête. Il m'a dit avoir trouvé des preuves corroborant mes inquiétudes. À propos de la conduite d'Harold, qu'il y avait trop de disparitions inexpliquées et décès suspects liés au salon funéraire pour que ce soit une simple coïncidence, et qu'il prévoyait d'eux. Il a transmis ses conclusions aux autorités de l'État dans la semaine. Il m'a également prévenu que j'étais en grand danger. Que Harold était le genre d'homme qui ferait n'importe quoi pour se protéger lorsqu'il se sentait acculé, et que j'avais besoin de quitter la ville immédiatement cette nuit-là, si possible avant Harold. Réaliser à quel point l'enquête avait révélé beaucoup de choses. Le docteur Patterson avait déjà
a pris des dispositions pour que je reste avec sa sœur à Lexington jusqu'à ce que les autorités puissent arrêter Harold et assurer ma sécurité, mais il m'a clairement fait comprendre que le temps pressait et que le désespoir croissant d'Harold le rendait plus dangereux que jamais. J'ai passé ce temps. Le soir, je prépare un petit sac avec mes quelques biens précieux et je le cache sous le lit, là où Harold ne penserait pas à. Regarde, et j'essaie de me préparer mentalement à ce qui se passerait quand la vérité éclata enfin. Quand toute la communauté apprit quel genre de monstre vivait parmi eux. Ces années-là, mais je me suis aussi retrouvée à penser à toutes les victimes qu'Harold avait faites. À toutes les personnes innocentes qui. Il est mort pour satisfaire sa soif maladive de contrôle et de compagnie. Et je savais que leur famille méritait de connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Le plan était de me faire glisser hors de la maison un peu après minuit, quand Harold serait plongé dans son travail et ne remarquerait probablement pas mon absence avant matin. Mais le comportement d'Harold ce soir-là suggérait qu'il soupçonnait quelque chose. Était sur le point d'arriver. Il trouvait sans cesse des excuses pour prendre de mes nouvelles, apparaissant sur le pas de la porte quand je m'y attendais le moins. Me regardant avec ses yeux prédateurs alors que j'essayais d'agir normalement tandis que mes nerfs hurla de tension et de peur. Vers 23 heures, Harold annonça qu'il avait Il avait des travaux spéciaux à faire au sous-sol et je ne devais pas l'attendre. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui me disait. Cela m'a donné la chair de poule. Quelque chose qui suggérait que son travail particulier pourrait impliquer bien plus que le cadavre habituel qu'il préparait pour l'enterrement. Alors qu'il descendait à son atelier, je l'entendis, fredonnant à voix basse, un de ces hymnes qu'il aimait chanter à ses compagnons morts. Et je savais avec une certitude absolue. J'étais certain que, quoi qu'il ait prévu de faire là-bas, je ne voulais pas être dans la maison quand il le ferait. J'ai attendu. J'ai entendu les bruits familiers d'Harold se déplaçant dans son atelier, le tintement d'instruments métalliques et d'éclaboussures de produits chimiques. Puis j'ai attrapé mon sac caché et me suis glissé vers la porte de la cuisine. Je me déplaçais aussi silencieusement que possible dans la maison sombre qui avait été ma prison pendant tant de mois. Mais, tout comme j'ai tendu la main vers la poignée de la porte, juste au moment où la liberté semblait à ma portée. J'ai entendu la voix d'Harold appeler mon nom depuis là. Sous-sol. Et le ton de cette chanson m'a glacé le sang, car ce n'était pas le ton habituel. Voix calme et contrôlée à laquelle j'étais habitué. C'était quelque chose de brut et de désespéré et complètement dérangé. Il m'a appelé à nouveau, plus fort cette fois, et j'ai pu. J'entendis ses pas dans l'escalier du sous-sol, plus rapide que jamais. Et je savais que il avait découvert mon plan d'une manière ou d'une autre, que tous ses instincts de traque avaient. Il s'est finalement concentré sur moi, la source de son danger. J'avais peut-être 30 secondes avant d'atteindre la cuisine. 30 secondes pour décider si je devais courir vers la porte et espérer pouvoir atteindre le docteur. La maison de Patterson avant qu'Harold ne m'attrape, ou de faire face à la confrontation à venir et de prier pour y survivre. Et, à mesure que ses pas se rapprochaient, à mesure que la voix d'Harold devenait plus frénétique et exigeante, je réalisais que c'était le moment vers lequel tout s'était construit depuis cette nuit horrible où il a découvert ses secrets pour la première fois. Le moment où tous les mensonges, le silence et la terreur finiraient par exploser au grand jour et ce qui se passerait ensuite déterminerait si je vivrais assez longtemps pour voir un autre lever de soleil. Ou rejoint les rangs des compagnons silencieux d'Harold dans leur éternelle chimie. Je dormais. J'ai couru. Seigneur, aide-moi. J'ai couru comme si le diable lui-même me poursuivait, ce qui, peut-être qu'il l'était, faisant irruption par la porte de la cuisine dans la froide nuit d'avril. La voix d'Harold résonnait derrière moi comme dans un cauchemar. Mes pieds heurtaient l'herbe mouillée et je continuais. Je cours, serrant ce petit sac contre ma poitrine et n'osant pas regarder en arrière. Parce que j'entendais Harold derrière moi. Sa respiration lourde et le bruit de ses chaussures claquant contre le sol alors qu'il poursuivait sa course à travers l'obscurité qui avait
Il a caché tant de secrets pendant tant d'années. Mais je connaissais ces rues mieux qu'Harold. Je connaissais chaque raccourci et ruelle de mes visites en ville, enfant. Et pourtant, j'ai réussi à garder une longueur d'avance. Assez longtemps pour atteindre la maison du docteur Patterson, frappant à sa porte avec les deux poings jusqu'à ce qu'il apparaisse dans sa chemise de nuit, jette un coup d'œil à mon visage terrifié, et il m'a fait entrer sans poser de questions. Harold a dû voir où j'allais, car en quelques minutes, il était à la porte du docteur Patterson aussi, exigeant que sa femme lui soit rendue. Parlant de cette voix calme et contrôlée, qui le faisait paraître si raisonnable, même si ses yeux arboraient le regard sauvage d'un animal piégé. Le docteur Patterson s'opposa fermement aux exigences d'Harold, lui disant que j'étais désormais sous sa protection et que les autorités avaient déjà été informées de l'enquête sur ses activités au salon funéraire. L'expression qui traversa le visage d'Harold en entendant ces mots était quelque chose que je n'oublie jamais. C'est comme regarder un masque disparaître pour révéler le vrai monstre. En dessous. Toutes ces années de prétention prudente s'effondrant en un instant pour montrer le malsain et le pervers qu'il avait toujours été. Ce qui se passa ensuite se déroula de façon si rapidement que j'ai encore parfois l'impression d'être dans un rêve, ou peut-être dans un cauchemar que il ne s'est jamais vraiment réveillé. Harold a tenté de forcer l'entrée du cabinet du docteur Patterson. Maison, et dans la lutte qui a suivi, le fusil de chasse du docteur Patterson a tiré, le bruit résonnant à travers la quartier calme comme le tonnerre par une nuit claire. Harold s'est effondré sur le porche d'entrée, du sang s'étalant sur sa chemise blanche et les derniers mots qu'il a prononcés. Il s'agissait de la façon dont je lui appartenais, de la façon dont je ne serais jamais libéré de ce que je savais, de la façon dont ces secrets me suivraient jusqu'à la tombe. Les enquêteurs arrivèrent le lendemain matin et passèrent 3 jours à fouiller. Le salon funéraire d'Harold, passé au peigne fin, découvre des preuves de crime, qui étaient encore pires que ce que j'avais imaginé. Ils ont trouvé la pièce avec les bocaux en verre, ont trouvé les détails de Harold. Journaux documentant ses expériences sur les morts, objets trouvés appartenant à au moins 7 personnes qui étaient censées être mortes de cause naturelle ou d'accident, mais qui ont vraiment été assassinés pour satisfaire le besoin malsain d'Harold de compagnon silencieux parfait. Le plus dur a été d'affronter les familles des victimes d'Harold, d'enquêter sur leurs yeux alors qu'ils apprenaient la vérité sur ce qui était arrivé à leurs proches, voyant leur chagrin se transformer en horreur alors. Ils ont réalisé que l'homme à qui ils avaient confié leurs adieux les plus précieux avait violé et profané ces corps d'une manière qui défie toute décence. L'instinct humain. Certains m'ont reproché de ne pas avoir réagi plus tôt. Et peut-être avaient-ils raison. J'aurais peut-être pu. J'aurais pu sauver certaines de ces vies si j'avais trouvé mon courage plus tôt. Mais je n'étais qu'une fille effrayée dans un monde qui ne. Peu importe ce que les femmes pensaient ou ressentaient à propos de quoi que ce soit. J'ai quitté le Kentucky. Printemps et je ne suis jamais revenu en arrière, changeant mon nom et recommençant dans des endroits où personne ne connaissait Harold Davis ou son une jeune épouse qui s'était échappée de cette maison des horreurs. J'ai travaillé comme couturière et femme de ménage. Des emplois honnêtes qui me permettaient dormir la nuit sans cauchemar liés aux bocaux en verre et aux odeurs chimiques. Et, lentement, année après année, je me suis construit une nouvelle vie sur les fondations de le courage que j'avais finalement trouvé dans ce moment terrible où courir était là. Il ne me restait plus qu'un choix. Mais la véritable surprise, le rebondissement que personne n'aurait pu prévoir, ne s'est pas produit. Jusqu'à 20 ans plus tard, lorsque je vivais dans l'Ohio sous mon nouveau nom et que je pensais. J'avais enfin laissé le passé derrière moi. C'est alors que j'ai reçu une lettre d'un avocat du Kentucky m'annonçant que la mort d'Harold. La maison et le salon funéraire avaient été vendus après être restés vides pendant 2 décennies, et que lors de la rénovation, les ouvriers avaient fait une découverte qui a tout changé. Nous pensions être au courant des crimes d'Harold. Ils ont découvert une autre pièce cachée. Derrière un faux mur au sous-sol.
Et dans cette pièce se trouvaient les corps de vraies victimes. Pas les habitants de la ville dont nous avions enquêté sur la mort. Mais des femmes qui ont disparu d'autres endroits, d'autres états, des femmes qui avaient été gardées en vie dans cette pièce secrète pendant des semaines ou des mois pendant qu'Harold exécutait des expériences tordues sur eux avant leur mort. Et là, parmi ces pauvres âmes, était la preuve qu'Harold n'avait pas travaillé seul. Qu'il y avait eu d'autres personnes impliquées dans son opération, les personnes qui l'avaient aidé à acquérir ses victimes et à éliminer les preuves. La lettre expliquait que des complices d'Harold étaient toujours en vie, toujours libres quelque part, et que les autorités rouvraient l'affaire avec de nouvelles preuves qui pourraient enfin apporter justice à tous les des familles qui n'avaient jamais su ce qui était arrivé à leurs filles et sœurs disparues. Et assis dans mon petit cuisine dans l'Ohio, en lisant ces mots à la lumière d'une lampe, j'ai réalisé que mon évasion de la maison d'Harold n'était pas la fin de l'histoire après tout, mais juste la fin du premier chapitre d'un conte du mal. C'était plus grand et plus complexe que quiconque l'avait imaginé. Je vous raconte cette histoire aujourd'hui, à 79 ans. Parce que ce complice n'a jamais été retrouvé. Parce que quelque part, quelqu'un d'autre pourrait bien détenir des secrets comme celui-ci. Ceux que j'ai portés si longtemps. Quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de survivre, de s'exprimer, de recommencer, même quand il semble que l'obscurité a tout englouti. Du bien dans le monde. J'ai appris que le courage n'est pas inné. C'est quelque chose qu'on acquiert en. Je finis par en avoir assez d'avoir peur. Quand le poids du silence s'alourdit. Que le risque de dire la vérité. L'anomalie physique d'Harold n'était que le début de son étrangeté. Premier secret qui a mené à tous les autres. Et peut-être que si j'avais compris alors ce que je sais maintenant comment le mal grandit et se propage lorsque les bonnes personnes restent silencieuses, j'aurais peut-être pu agir plus tôt. J'aurais peut-être sauvé des vies perdues parce que j'étais trop effrayée et trop jeune. De connaître ma propre force. Mais j'ai survécu. Et cette survie est une forme particulière de victoire. La preuve que même lorsque vous pensez être piégé pour toujours, même lorsque les murs semblent trop hauts et l'obscurité semble trop profonde, il y a toujours une porte. Quelque part si vous êtes assez courageux pour le chercher. Et si mon histoire peut vous aider. Une personne trouve sa porte, si cela peut donner à une seule âme effrayée le courage de courir quand courir est la seule solution. Il ne restait plus qu'un choix. Alors peut-être que toutes ces années à porter les secrets d'Harold n'étaient pas complètement en vain. Je suis toujours là, toujours debout après toutes ces décennies. Et je veux que vous sachiez que quelle que soit l'obscurité à laquelle vous êtes confronté, quel que soit, les secrets peuvent écraser votre esprit. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et ta voix compte plus que tu ne le penses. Si mes mots ont touché ton cœur, s'ils t'ont aidé. Comprendre que la survie est possible même dans la nuit la plus profonde, puis partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que chaque voix qui s'élève contre le mal rend le monde un peu plus lumineuse, un peu plus sûre, un peu plus pleine d'espoir. Et dites-moi, dans quelle ville êtes-vous? D'où je regarde ça? J'aimerais savoir où mes mots voyagent. Jusqu'où la voix de cette vieille femme peut-elle se faire entendre? Les années et les kilomètres. Si vous m'avez suivi tout au long de cette longue histoire, si tu as trouvé quelque chose de précieux dans ces souvenirs, que j'ai enfin eu le courage de partager, alors, peut-être pourrais-tu aider mon histoire à trouver son chemin vers d'autres cœurs qui ont besoin de l'entendre. Parce que c'est ainsi que la guérison se produit. Une voix à la fois, une vérité à la fois, un acte un courage qui inspire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de femmes comme moi. Des femmes qui ont survécu à des épreuves qu'elles n'auraient jamais cru pouvoir surmonter. Parce que nos voix comptent. Nos expériences comptent. Et ensemble, nous pouvons faire en sorte que personne n'ait apporté de si terribles secrets. Je ne serai plus jamais seule.